Le roi n'est plus. Certains disent qu'il s'est éteint dans son sommeil, entouré de l'amour de ses conseillers et de ses sujets. Il était en âge de faire ses adieux, dit-on. D'autres avancent qu'après bien des années de règne, ce tyran, devenu vieux et fragile, s'est enfui dans la lande pour y finir ses jours dans la folie et la solitude. D'autres encore évoquent des réunions nocturnes à la lueur des astres où l'on aurait entendu ses conseillers et parents fomenter un régicide. La rumeur prétend qu'il s'est retiré en secret à bord d'un navire décoré de plumes et d'écume et mis les voiles vers les landes secrètes bordées d'azur et d'or. Quoi qu'il en soit, le trône est maintenant vacant et la couronne n'a plus de propriétaire légitime. La nouvelle se propage dans toutes les terres anciennes. Elle voyage le long des côtes sauvages et parcourt les hautes cimes des ormes du royaume. Elle dévale les coteaux plantés de pins et voyage le long des chemins qui s'enfoncent dans les forêts d'épicéas, des cendres et d'ossements. Elle a atteint les villages les plus délabrés et les villes les plus lointaines, réveillant de vieilles rivalités et faisant renaître des voix qui s'élèvent, complotent et résistent. Elle parvient même aux oreilles des anciennes statues de pierre qui se souviennent de tout, et notamment des héros d'hier et d'aujourd'hui. Le vieux roi n'est plus, et dans le royaume, une question est sur toutes les lèvres. Qui sera le futur détenteur de la couronne ? Dans The Old King's Crown, vous allez affronter les joueurs pour accumuler le plus de points d'influence. Le joueur avec le plus de points d'influence remporte la partie et la couronne. Dans un premier temps, passons en revue tous les éléments présents dans la boîte du jeu. Au centre de la table, nous allons retrouver le plateau Royaume, celui où toutes les batailles auront lieu. Vous retrouvez aussi les tuiles conseil, des pions conflits, et le pion joueur actif et le pion faveur du royaume. Les joueurs choisiront une faction et prendront tous les éléments de couleur correspondant à cette faction. Le plateau joueur, les tuiles tactiques, les pions faction, les héros, les jetons soutien, les pions ordre de tour, les pions taille de main, et surtout les decks de faction et leurs tuiles sanctuaires. Aussi, sur le plateau royaume, vous trouverez la route royale qui abrite le marché des cartes royaume. Elle représente les habitants, zones et artefacts qui viennent de tous horizons et qui peuvent vous procurer de nouvelles actions et capacités. Enfin, les joueurs formeront une réserve commune de jetons d'influence et de jetons de savoir qui seront utiles tout au long de la partie. Dans The Old King's Crown, chaque manche correspond à une année. Nous retrouverons donc pour chaque manche le début de l'année, le printemps, l'été, l'automne et enfin l'hiver. Autant de phases qui formeront la manche entière. Commençons par le début de l'année. À noter qu'il faut ignorer cette étape lors de la première manche. Commençons par la première étape de cette phase. Piocher des cartes. Tous les joueurs vont piocher simultanément des cartes faction de leur deck jusqu'à atteindre leur taille de main. Cette taille de main est donnée en haut à gauche du plateau joueur. Il est possible que vous deviez subir une attrition durant cette phase. L'attrition s'active lorsque vous n'avez plus de cartes dans votre pioche et que vous devez piocher à nouveau. Dans ces cas-là, prenez votre défausse, mélangez-la et replacez-la à la place de votre pioche. Diminuez aussi le pion taille de main d'un cran afin que votre main diminue pour cette manche. Ensuite, durant cette phase, vous allez déterminer l'ordre de tour. Vous ajustez la piste ordre de tour si c'est nécessaire en fonction du nombre d'influences que possède chaque joueur dans sa réserve. Le joueur avec le plus d'influence place son pion ordre en première position. Le joueur avec le moins d'influence continue et ainsi de suite jusqu'à que tous les joueurs aient posé leur pion ordre de tour sur la zone ordre de tour. En cas d'égalité, inversez l'ordre que les joueurs à égalité avaient lors de la manche précédente. Passons donc à la phase suivante, la phase de printemps. Au début du printemps, les joueurs placent leurs enchères pour acquérir des cartes royaume. Tous les joueurs choisissent simultanément une faction de leur main. La carte que vous choisissez est votre enchère. Placez-la devant vous, face cachée. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs enchères, toutes les cartes sont révélées simultanément. Faites la somme de la valeur de votre carte plus tout bonus de force éventuellement accordé par une capacité. Le résultat est votre force d'enchère. Le joueur ayant l'enchère la plus élevée va choisir en premier et ainsi de suite jusqu'à que tout le monde ait choisi une carte royaume. En cas d'égalité, la priorité est donnée au joueur le mieux placé sur la piste ordre de tour.
A noter que durant la phase d'enchère, il est possible de récupérer sa carte enchère dans sa main afin de ne pas utiliser cette carte pour acquérir une carte royaume. Lorsque vous acquérissez une carte royaume, vous devez occuper cette carte. Pour occuper une carte royaume, vous choisissez un emplacement de votre plateau joueur et y placez la carte royaume. Ensuite, glissez votre carte enchère en dessous. La carte royaume est maintenant occupée par la carte enchère. Il est possible que sur votre plateau, vous ayez déjà 2 cartes royaume. Dans ces cas-là, vous devez défausser la carte royaume et la carte enchère associée et la remplacer par la nouvelle. Durant cette phase, vous pouvez aussi voler une carte royaume à un adversaire déjà présente sur son plateau joueur. Pour voler une carte royaume occupée chez un adversaire, votre force d'enchère doit être supérieure à la force de la carte faction qui occupe cette carte royaume. Si c'est le cas, déplacez la carte royaume volée sur votre plateau joueur et occupez-la avec votre carte d'enchère. Votre adversaire reprend en main la carte qui occupait sa carte royaume. Une fois que tous les joueurs ont résolu leur enchère, si les joueurs ont pris une ou plusieurs cartes depuis la route royale, défaussez la carte restante la plus à droite et décalez les cartes royaumes restantes d'un cran vers la droite, une par une, afin de combler les emplacements vacants. Si aucune carte n'a été prise depuis la route royale lors de cette phase, défaussez les 2 cartes royaumes les plus à droite au lieu d'une seule. Ensuite, renouvelez toutes les cartes de la rivière. Une fois l'étape d'enchère terminée, chaque joueur va placer son héros sur le plateau royaume. Ils vont choisir un lieu, placer leur héros dans l'ordre du tour. Une fois que chaque joueur a placé son héros sur un lieu, ils vont commencer à jouer leur carte faction autour du plateau et dans chaque région. Simultanément, les joueurs vont placer une carte de leur main à côté des 3 régions du plateau central face cachée. A noter que les joueurs peuvent regarder leur propre carte, mais jamais celle des autres. Enfin, les joueurs peuvent aussi faire des actions de printemps. Chaque joueur peut effectuer une action de printemps dans l'ordre du tour. Lors de cette étape, vous pouvez utiliser autant d'actions et ordres disponibles que vous le souhaitez avec ce logo. Par exemple, comme l'action placer des soutiens, présents sur le plateau de chaque joueur. Chaque soutien posé dans les régions amélioreront la force totale pour chaque conflit qui se déroulera dans cette région. Une fois que le joueur qui possède le pion joueur actif a terminé son étape d'action, il passe son pion au joueur suivant dans l'ordre du tour, qui résout alors à son tour son étape d'action printemps. Le printemps se termine lorsque tous les joueurs ont résolu leur étape d'action et que le premier joueur a récupéré le pion joueur actif. On passe alors à l'été. La première étape de la saison d'été est de placer les pions conflits. Le dernier joueur de la piste d'ordre de tour place un pion conflit sur chacune des 3 régions du plateau central pour indiquer leur ordre de résolution. Les conflits sont ensuite résolus un par un, en commençant par la région avec le pion 1 et en terminant par la région avec le pion 3. Ensuite, nous allons résoudre les conflits. Nous allons révéler toutes les cartes d'une région, faire l'étape d'action diurne, faire l'étape d'action nocturne, et enfin calculer la force totale et donner l'issue du conflit. Le gagnant se verra attribuer des récompenses. Une fois que toutes les cartes d'une région ont été révélées, dans ces cas-là, nous passons à l'étape d'action diurne. De la même manière que les étapes d'action de printemps, chaque joueur va effectuer les étapes d'action diurne dans l'ordre du tour. Les cartes factions vont avoir 3 ordres diurnes principaux. Dans un premier temps, nous avons l'embuscade, qui permet d'ajouter une carte faction de sa main au conflit face cachée. À la fin de l'étape diurne, cette carte sera révélée et deviendra active pour ce conflit. Si jamais un nouvel effet diurne est proposé par cette carte, alors il pourra être à nouveau appliqué. Ensuite, nous avons la retraite, qui nous permet de reprendre en main tout ou une partie de nos cartes actives de cette région. On peut reprendre aussi sur notre plateau joueur notre héros et autant de soutiens que l'on souhaite dans cette région. Et enfin, le dernier effet est l'effet de contournement. Cette carte peut être déplacée sur une région non résolue et elle ne fait plus partie du conflit en cours, et s'il ne reste aucune région non résolue à cette manche, alors le contournement ne peut pas être utilisé. Lorsque toutes les cartes révélées et actives ont été résolues au niveau de leur effet diurne, vient ensuite l'étape d'effet nocturne. Tous les joueurs vont résoudre simultanément ces effets. Ils sont obligatoires et se déclenchent automatiquement. Un des effets nocturnes que nous allons pouvoir retrouver sur nos cartes factions est l'effet mortel. Elle permet d'éliminer toutes les cartes actives adverses du conflit en cours, et les cartes éliminées vont être envoyées au cimetière. A noter que les cartes mortelles sont vulnérables généralement au peuple, qui peuvent les éliminer.
L'encadré des cartes concernées le spécifie. Nous allons aussi retrouver sur les cartes factions des compétences qui sont imprimées en haut à gauche de celles-ci. Elles sont passives et considérées comme faisant toujours effet. La première compétence est la compétence Résilient. Si cette carte est éliminée, on la place dans notre défausse au lieu de l'envoyer au cimetière. Ensuite, nous avons l'effet Invulnérable. Cette carte est immunisée contre l'effet d'élimination des ordres mortels et ou d'autres actions, capacités qui provoqueraient son élimination. Et enfin, nous avons la compétence Éclaireur. Si cette carte est utilisée pour voyager, on la place dans notre défausse au lieu de l'envoyer au cimetière. Une fois que toutes les étapes d'effet nocturne ont été réalisées, nous allons calculer la force et donner l'issue du conflit. Tous les joueurs vont calculer simultanément leur force totale. Dans un conflit, votre force totale est la somme des éléments suivants. Force de toutes vos cartes actives dans cette région, plus 1 pour chacun de vos soutiens présents dans la région, et enfin les points de force potentiellement donnés par vos actions ou capacités. En cas d'égalité, les joueurs à égalité peuvent choisir deux options, soit jouer une carte faction de leur main face cachée dans la région, soit passer leur tour. S'ils décident tous deux de jouer une carte face cachée dans la région, dans ces cas-là, la carte de plus haute valeur remportera le conflit. Ensuite, nous allons passer à l'attribution des récompenses. Le joueur qui a remporté le conflit dans la région va choisir un des deux lieux de la région et recevoir les récompenses du lieu choisi. Si jamais le héros est présent sur le lieu choisi, vous allez pouvoir gagner 1 d'influence et ensuite voler 1 d'influence si possible à chaque adversaire qui possède un héros dans ce lieu. Et nous allons procéder comme suit pour chaque autre région jusqu'à que les régions 1, 2 et 3 ont été résolues. Dans ces cas-là, ce sera la fin de la phase d'été. Ensuite vient la phase d'automne. Ici, chaque joueur va effectuer son étape d'action de l'automne dans l'ordre du tour. Vous pouvez faire ce qui suit dans n'importe quel ordre. Vous pouvez dans un premier temps gouverner, avec une carte de votre main, une seule fois par phase. Ensuite, vous pouvez voyager, toujours une seule fois par phase, avec une carte de votre main. Et enfin, vous pouvez utiliser autant d'actions et d'ordres automne disponibles que vous le souhaitez. Si vous choisissez de gouverner, vous pouvez déplacer l'une de vos cartes factions pourvues de 1 ou plusieurs icônes marteau sur un conseil de votre choix. Chaque conseil vous offre un bonus unique qui dépend du nombre de marteaux que vous y placez. Il n'y a aucune limite au nombre de cartes que chaque joueur peut avoir dans un conseil. Si jamais vous décidez de voyager, lorsque vous voyagez, vous choisissez l'une de vos cartes factions avec une ou plusieurs icônes savoir et vous l'envoyez au cimetière. Ajoutez ensuite autant de jetons savoir à votre réserve personnelle que le nombre d'icônes savoir qui apparaissent sur la carte ainsi utilisée. Ces savoirs peuvent être ensuite dépensés pour acquérir des cartes factions avancées et des cartes QG de votre sanctuaire. Pour rappel, les cartes avec la compétence éclaireur ne sont pas envoyées au cimetière, mais dans la défausse du joueur. L'automne se termine une fois que tous les joueurs ont résolu leur étape d'action automne et que le premier joueur a récupéré le pion joueur actif, passé alors à l'hiver. Lors de l'étape hiver, tous les joueurs vont résoudre simultanément leurs effets hiver déclenchés à cette étape. Tous ces effets sont obligatoires et se déclenchent automatiquement. Une fois que tous les effets d'hiver ont été résolus, nous allons passer à une phase d'entretien. Dans un premier temps, les joueurs vont retirer les héros et les remettre sur leur plateau joueur et les soutiens qui vont partir au cimetière. On va retirer tous les pions conflits de chaque région et les reformer une pile sur l'emplacement indiqué par le plateau royaume. On va retirer toutes les cartes actives qui n'ont pas un jeton d'influence sur elles et les mettre dans la défausse respective de chaque joueur. Enfin, les joueurs vont avancer le compteur de tour d'un cran et commencer une nouvelle manche. La partie se termine à l'issue de la dernière et 5e manche. Chaque joueur fait la somme de tous les points d'influence de sa réserve et le joueur qui totalise le plus de points d'influence devient le nouveau roi. Voilà, vous avez maintenant toutes les bases pour pouvoir jouer à The Whole King's Crown. En espérant que ça vous a donné envie de jouer, on se retrouve très vite sur la chaîne de la Taverne des Joueurs.